Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Annie Marcotte qui est de l'organisation Le Grand Chemin de Montréal. C'est une organisation qui vient en aide aux jeunes aux prises avec des dépendances. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de la dépendance aux jeux en ligne. En début de deuxième demi, notre invité Olivier, un jeune homme de 15 ans, nous parle de son expérience avec les jeux en ligne et surtout du danger de tomber en dépendance. Alors tout ça dans l'émission Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Debbie Tebbs et la chanson s'intitule Stéréophonie. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité qui est Annie Marcotte. Bonjour Mme Marcotte. Bonjour. Bonjour, vous êtes coordonnatrice à l'organisme Le Grand Chemin de Montréal. On veut tout savoir, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de cet organisme. Comment on peut décrire Le Grand Chemin de Montréal? Bien, Le Grand Chemin de Montréal est un organisme à but non lucratif où on accueille les jeunes de 12 à 17 ans ayant une problématique de consommation, alcool, drogue, jeux excessifs ou cyberdépendance. On est un organisme qui offre ces services-là gratuits aux adolescents. Puis c'est sûr que au niveau du service qu'on offre, oui, il y a le service en traitement interne. Il y a tout le service aussi familial, en réinsertion, où les jeunes aussi sont amenés pendant 4 mois après le traitement interne. Le traitement interne, c'est de 8 à 10 semaines. OK. Où les jeunes sont vraiment isolés, sont vraiment retirés de leur milieu pour faire une pause, pour faire cette réflexion-là par rapport à leurs problématiques de consommation, que ce soit aux substances ou la malutilisation des écrans. Donc, ils sont à temps plein, si on veut? Oui, ils vraiment sont à temps plein. Ils dorment au centre. Sur place, les contacts avec l'extérieur sont très limités. Ils ont 2 appels par semaine avec leur famille. Okay. Les sorties qu'ils vont faire, ça va être des sorties avec le groupe. On peut accueillir 12-14 jeunes en interne en même temps, garçons et filles, mix. Fait que quand on fait des sorties pour les amener à vivre autre chose que leur problématique de consommation ou au niveau de leur écran, ça peut être d'aller au musée, ça peut être aller faire de la randonnée pédestre, ça peut être en raquette, aller faire du ski. Donc, les bons vieux loisirs. Là, des raccrochés à des passions, à des activités qu'ils ont perdues au travers de la consommation ou de leur dépendance. Qu'est-ce qui a mené, si on faisait un peu l'historique là, de cette organisation, dans le fond, Le Grand Chemin de Montréal, ça existe depuis combien de temps? Ça fait plus de 25 ans que ça existe, le Grand Chemin en tant que tel, parce qu'il y a 3 centres, le Grand Chemin. Il y a celui de Montréal, qu'on est situé à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Il y en a un à Québec qui est situé à l'Hôtel-Dieu. Et il y a en Mauricie, sur la rive sud de Trois-Rivières, à Saint-Célestin, qu'on a un 3e centre qui est là. Donc, ça fait plus de 25 ans que les centres existent au travers du réseau là, par rapport au traitement aux adolescents. Qui ont cette problématique. Et qu'est-ce qui a mené ça ou qui a eu l'idée de partir ou comment? Il y avait un besoin, c'est certain. Là, si on dit des jeunes de 12-17 ans, c'est quand même jeune pour avoir des dépendances, mais on est surpris toujours d'entendre ça, mais c'est la réalité, il y en a des dépendances. Bien, au niveau du réseau, c'est sûr qu'il y a toujours eu des suivis externes avec nos partenaires, des centres de réadaptation en dépendance, qui travaillent en externe, qui font l'évaluation. D'ailleurs, c'est souvent la porte d'entrée, c'est par eux. Donc, avant qu'un jeune atterrisse dans nos services, il y a quand même eu une évaluation qui a été faite au travers du GAIN, au travers de l'IGT ou l'évaluation Virtuado par rapport à la cyberdépendance qui prend le temps d'évaluer les besoins du jeune si le besoin nécessite vraiment un traitement à l'interne, parce que c'est gros pour un adolescent de 12, 13, 14 ans de faire cette coupure-là familiale, de coupure au niveau du milieu pour entamer cette démarche-là de vivre en groupe 24 heures sur 24, parce que chez nous, c'est sûr qu'ils sont 24 heures sur 24 ensemble, donc en venir à utiliser le groupe comme support, comme levier de motivation, comme levier de changement. Qu'est-ce qui amène un jeune parce qu'il faut qu'il accepte, là, il ne va pas là de force. Oui, c'est des mesures volontaires. Les jeunes qui sont chez nous, c'est parce qu'ils veulent travailler. C'est sûr qu'ils n'arrivent pas toujours oui, j'ai une problématique et oui, il est temps que je change et tout. Il y en a qui vont être un peu au pied du mur par rapport à leurs parents.
si tu changes pas, je peux pas te garder à la maison, si tu changes pas, donc des conséquences et des choses comme ça. Mais on travaille avec la motivation qui est là, qui va être de base. Il y en a qui se rendent compte. Moi, je me suis rendue au bout du rouleau. Je me suis rendue à vouloir mourir. Je me suis rendue, j'ai lâché l'école. J'ai volé mes parents, des choses comme ça qui vont réaliser leurs conséquences, l'impact négatif de leur dépendance. Mais il y en a que des fois, ils sont encore dans le déni quand ils arrivent chez nous et c'est pour éviter des conséquences. Donc, on travaille à partir de là pour les amener à réaliser leurs problématiques et de voir maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ce cercle vicieux-là dans lequel je suis et où sont mes forces, mes qualités sur lesquelles je peux bâtir pour réaliser d'autres projets et m'accomplir. Qu'est-ce qui nous amène à prendre, disons, à reconnaître qu'il y a une dépendance, que ce soit la cyberdépendance, l'alcool, les toxicomanies? Qu'est-ce qui fait que, comment on peut dire que quelqu'un a une dépendance, surtout un jeune, là? Avec les jeunes, ça va commencer, c'est sûr, au niveau de la fréquence, au niveau de l'adaptation, le seuil de tolérance qu'on va appeler, mais particulièrement, c'est un jeune qui est plus capable de s'arrêter par lui-même, tout seul, et qui va consommer malgré les impacts négatifs. Okay. Malgré des fois une volonté de dire OK, je veux pas jouer autant d'heures, mais le jeune n'y arrivera pas malgré le support qu'il peut y avoir, familial ou en externe. La même chose avec au travers des substances. Un jeune qui dit, je veux arrêter de consommer telle substance ou je veux juste consommer les fins de semaine, mais malgré ça, il n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment la continuité de la consommation, la continuité de jouer à des jeux malgré des conséquences. Okay. Puis les conséquences vont venir autant au niveau familial, autant au niveau avec les amis, donc de en venir à s'isoler, tasser des bons amis au niveau familial, au niveau de l'hygiène. Les jeunes avec une problématique au niveau de la cyberdépendance vont en venir à vivre beaucoup plus la nuit que le jour. Donc, de plus bien manger, de plus bien dormir, donc de lâcher l'école, ces choses-là. Et toutes les conséquences aussi au niveau de l'impact de la santé psychologique. Est-ce que d'après vous, Mme Marcotte, il y a plus de dépendance aujourd'hui chez les jeunes? C'est juste qu'on s'en occupe plus, c'est juste ça, parce que vous disiez que ça fait comme 25 ans que le grand chemin existe, mais est-ce qu'il y en a plus? Je crois qu'on s'en occupe beaucoup plus. J'aime bien votre point. S'il y en a plus, ça serait difficile à dire, dans le sens que c'est sûr que nos centres, on reçoit au-dessus de 100 jeunes par année. Ouais. Alors, veut pas, oui, le besoin, il est là, il est criant. De plus en plus par rapport à la cyberdépendance, c'est quand même nouveau au niveau de notre service. On est les seuls au Québec qui offrent ce service-là pour les jeunes ayant cette problématique. Alors, on tente toujours d'en venir à innover par rapport à nos techniques d'intervention. Tout à l'heure, on disait qu'est-ce qu'ils font quand ils sont, les activités et tout ça, mais au travers de l'intervention par la nature et l'aventure, de plus en plus, on en vient à essayer de les confronter à la nature, à des choses qu'ils peuvent vivre à l'extérieur pour leur amener un bagage qu'ils vont pouvoir, après ça, poursuivre leur petit chemin puis en venir à être des adultes responsables et productifs, qu'on pourrait dire. Oui, exactement. Oui. Vous disiez tantôt, c'est des périodes où les jeunes vont justement habiter à cet endroit-là. Comment ça se passe, l'accueil? Disons, est-ce qu'on peut expliquer aux gens un peu que les gens arrivent, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a comme une dédramatisation de la chose? Est-ce qu'il y a de la discussion? Parce que c'est pas évident de passer d'une dépendance à rien. Là. Oui. Bien, c'est sûr qu'avant que le jeune arrive dans nos services, il y a toujours des rencontres avec, comme je disais tout à l'heure, avec les intervenants de nos partenaires, donc les centres de réadaptation en dépendance publique. Et il y a toujours une visite qui va être préalable à l'admission. Donc, ça prépare tranquillement. Oui, là, de préparer à savoir, dans quoi je m'embarque, voir où les je m'en lieux, vais. etc. Exactement. Les chambres ont l'air de quoi, le salon a l'air de quoi. C'est moins sécurisant, c'est ça? Oui, parce que nos adolescents, quand même, c'est des jeunes qui peuvent être très anxieux, puis l'inconnu fait peur. C'est sûr qu'en sachant où on va, puis on voit les lieux, c'est pas si pire. On se fait une idée, puis déjà, ça vient enlever une couche là, de stress, effectivement. Oui, tout à fait. Puis le jeune est accueilli par un intervenant qui prend vraiment le temps de lui réexpliquer qu'est-ce qui lui a été dit lors de la visite, expliquer comment ça va se passer. Le parent est aussi pris en charge par un intervenant à la famille dès la première journée. Il va être en support et en accompagnement tout au long de la démarche interne. C'est sûr aussi, il y a une rencontre familiale qui est prévue à mi-chemin. Donc, au niveau des parents, ils ont des ateliers à toutes les 2 semaines par rapport à différents thèmes, que ce soit les conflits dans la famille. C'est quoi la toxicomanie? C'est quoi la cyberdépendance? Donc, d'en venir à démystifier les préjugés qu'il peut y avoir, en venir à
pas banaliser, mais normaliser un peu les étapes du développement de l'adolescence et des en venir à les équiper pour qu'ils puissent réaccueillir leur adolescent à la maison et pouvoir aller dans le même sens, là, tout le monde ensemble. Parce que la famille a un rôle important, parce Très qu'on important. veut bien passer 8 semaines, par exemple, ensemble, mais ensuite, le reste de l'année, puis les autres années, il y aura une meilleure discussion. Mais les jeunes qui sortent de chez vous, évidemment, il y en a sûrement qui peuvent retomber en dépendance, ça, mais comment ils sont en général? Est-ce qu'ils sortent plus forts? Est-ce qu'ils sont plus... on parle souvent d'outils, là, sont mieux outillés pour... Oui, souvent, on prend toujours une photo à leur admission et on va la comparer à comment ils sont une fois rendus à la sortie et souvent juste dans le visage, juste au niveau des traits, au niveau des yeux, les jeunes sortent toujours plus épanouis. Ça paraît dans leur non-verbal, ça paraît dans leur posture et oui, ils sortent outillés, ils sortent en ayant raccroché à certaines passions, à certains intérêts et oui, plus qu'une famille va s'impliquer, plus une famille va faire les ateliers, la présence lors des appels téléphoniques, l'encadrement qu'il peut y avoir lors de la première sortie préparatoire qu'il peut y avoir là, avant la fin de la démarche complète. Donc, c'est ça. C'est vraiment, oui, un jeune va sortir changé. Même un jeune qui ne terminerait pas la démarche jusqu'au bout, il y a toujours eu un impact. Il y a quelque chose, il est allé peut-être même chercher en voyant d'autres jeunes qui sont comme lui. Des fois, ça rassure aussi de dire « je suis pas seul ». Je suis pas toute seule. Effectivement, parce que des fois, il y a un problème, la personne s'isole, le jeune s'isole, puis il pense qu'il est peut-être tout seul au monde, là, dans certains cas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour prévenir les problématiques? Parce que quand même, c'est certain que la cyberdépendance s'en va en grandissant. Je pense que il y a encore plus d'accès, puis les gens, de plus en plus de jeux, puis de plus en plus de... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme société ou comme parents ou comme entourage pour essayer de prévenir ça, pour que vous ayez quand même... Pas une province au complet à aider. Là. Non, effectivement. L'écoute des besoins des adolescents est hyper important. Les adolescents qui en viennent à tomber dans cette problématique-là, il n'y a pas pour rien. Il va aller fuir quelque chose, il va aller combler un besoin. Donc, je pense que l'écoute et l'ouverture au niveau du dialogue. Donc, de permettre d'échanger, de questionner, de savoir qu'est-ce qu'il fait, d'essayer de comprendre. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Avant, tu sais, quand la problématique, avant qu'elle en vienne à émerger, je crois vraiment que ça passe au niveau du dialogue, au niveau de mettre un cadre, de pouvoir échanger aussi sur les règles, les choses à mettre en place, de trouver des compromis avec l'adolescent qui peut convenir autant aux parents qu'à l'adolescent, mais c'est sûr que d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette problématique-là est très important. Parce que de base, il ne faut pas non plus avoir peur des jeux vidéo, parce qu'il peut y avoir quelque chose de bon, mais quand c'est fait de façon, comme on disait tantôt, si ça ne nuit pas à tout le reste de la vie, si on est capable de fonctionner, ça peut devenir une partie de loisir, mais il n'y a pas que ça. Vous avez l'avantage de faire redécouvrir les bons vieux loisirs qui sont toujours aussi intéressants, mais effectivement, il y a d'autres choses dans la vie que les jeux. Là. Ben, tout à fait, parce que les jeunes qui ont une problématique de cyberdépendance, autant qu'au niveau des substances, on va parler d'abstinence totale, le temps du rétablissement, le temps de reprendre un peu plus le dessus sur sa vie, mais au niveau de la cyberdépendance, on peut pas parler d'abstinence complète au niveau des écrans. C'est la technologie d'aujourd'hui, donc ça se développe, donc ça doit venir à apprendre à bien utiliser savoir doser tout ça. Exactement. Oui, en terminant, Mme Marcotte, c'est vraiment intéressant. J'aimerais qu'on mentionne le site web et peut-être le numéro de téléphone, les gens qui veulent en savoir plus, les gens qui voudraient... Est-ce qu'il y a une longue liste d'attente si les gens veulent... Ça dépend toujours des périodes au niveau de la liste d'attente. Fait que c'est pas nécessairement impossible là, d'avoir un accès quand même relativement... Non, effectivement. Le numéro de téléphone, c'est au niveau de Montréal, c'est le 514-381-1218. Sinon, le numéro plus général pour la région de Québec et de la Mauricie, on parle du 1-877-381-7075. Et le site web, pour en savoir plus, on peut aller le voir, Oui, www.legrandchemin... .qc.ca. Exactement. C'est ça, legrandchemin.qc.ca. Merci beaucoup, Mme Annie Marcotte, coordonnatrice donc au Grand Chemin, d'avoir été des nôtres. Merci. À la prochaine. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, tu nous parles de la dépendance aux jeux en ligne. Oui, parce que c'est rendu un problème assez aigu. Oui, ce qu'on appelle en mauvais français du gaming. C'est peut-être nos cousins français qui appellent ça comme ça. Non, mais même si non, les jeunes... c'est un terme qui est pour les jeunes qui
C'est le terme, je pense, devenu sont officiel. familiers, ouais, sont C'est un familiers. anglicisme, mais tout le monde s'en sert On malheureusement. comprend bien de quoi il s'agit, Oui, effectivement. parce que les jeux vidéo en ligne sont rendus tellement accrocheurs, je te dirais. C'est tellement séduisant qu'on a peine à en débarquer. Et c'est facile d'accès, tu sais, c'est Ouais. ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est se brancher sur Internet puis Oui. de se brancher sur le jeu. Là. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous lire quelques passages d'articles que j'ai trouvés sur l'Internet. Et je vais commencer par un article français. Parce que les Français ont exactement le même problème que nous. J'ai trouvé leur point de vue intéressant. Je pense que c'est universel, puis très occidentaux. Est-ce que quelqu'un peut s'acheter une manette puis une console? Exactement. Il y a des bonnes chances qu'il y ait des problèmes de dépendance. Oui, alors c'est un article écrit par Mme Maude Pierron, qui est rédactrice en chef du quotidien 20 minutes, qui est un quotidien gratuit en France et ailleurs en Europe. C'est sur le site 20minutes.fr. Elle nous dit, si cela fait une dizaine d'années que l'hôpital voit défiler toutes sortes de patients accros en ligne, leur nombre augmente depuis 2010 et l'autorisation en France des jeux en ligne. Elle nous dit, on a depuis 2 ou 3 ans une nette émergence de problèmes de poker en ligne et de paris sportifs. Une minorité par rapport aux dépendants aux drogues en tout genre, mais qui inquiète toutefois les pouvoirs publics. Madame Valérie Fourniron, il y a des drôles de noms, des fois, les Français. Qu'est-ce que tu veux, c'est leur nom, là. Elle est médecin et femme politique française. Et elle nous dit il faut faire savoir que de l'aide existe. Une très grande majorité des joueurs excessifs ne se sentent pas concernés et pensent qu'ils peuvent s'en sortir seuls. Et le temps qu'ils en prennent conscience, ils ont déjà mis en péril leurs finances, leur couple, leur famille ou leur santé mentale. Ça, c'est un aspect qu'on oublie. Des fois, il y a l'argent aussi. Quand on joue à l'argent. Là, oui, OK. Il y a des jeux participatifs qui n'ont pas d'argent. Ouais. Il y en a d'autres qui sont compétitifs. Ouais. Au niveau de l'argent, oui. Ouais. Et d'après les premiers résultats d'une étude sur les joueurs en ligne en France, sur les 2 millions d'adeptes, il y aurait quelques 200 000 cas à risque et 125 000 personnes au comportement excessif. Ce sont le plus souvent des hommes âgés de moins de 34 ans aux revenus faibles. Et d'après les soignants, le profil de l'addict au jeu est différent du toxicomane. Il serait plus éduqué et mieux inséré. Le professeur M. Marc Valeur, qui est psychiatre, nous dit il faut avoir un ordinateur au moins. Il nous dit ça sélectionne. Il nous dit ces patients ont un bagage social et culturel, ils sont mieux insérés, donc ils partent avec moins de handicap que les toxicomanes et les résultats sont plus rapides. Oui, il faudrait aussi dire, Pierre, que c'est des gens qui ont grandi avec les technologies, ils sont nés même avec les technologies. Oui, c'est vrai. Le médecin, M. Valeur, voit par ailleurs une autre différence entre les joueurs de jeux d'argent classiques et ceux devant leur écran. En casino, dans les vrais casinos, la personne est déjà dépressive et joue pour lutter contre sa dépression. Alors qu'en ligne, le jeu amène à la dépression, en tout cas d'après lui. Mais le traitement d'un accro au jeu en ligne est classique, c'est-à-dire consultation psy, groupe de parole, hospitalisation, antidépresseurs. Mais il y a aussi un volet plus pragmatique. L'hôpital dispose d'un service social chargé de monter les dossiers de surendettement des joueurs. Ça, c'est en France. Ici, je ne sais pas si on a ça. C'est-à-dire, on peut même placer sous curatelle pour la protection de leurs biens ces personnes. Oui, mais il y a aussi, je pense, quand tu parles de jeux en ligne, il y a les GA aussi, c'est des gens qui peuvent aller aussi au GA. Parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. GA, c'est quoi ça? Gamblers Anonymes. Ah oui. Mais il y en a des organismes ici au Québec. Je vais donner les sites tantôt. Et maintenant, dans un autre article, ça vient du site Top Santé, qui est un autre site français. On nous dit le jeu d'argent en ligne est plus problématique que les jeux traditionnels, écrit par Mme Émilie Caillot, qui est journaliste et éducatrice sportive française. L'addiction aux jeux d'argent en ligne, nous dit-elle, est plus dangereuse que celle aux jeux traditionnels. L'Observatoire des jeux, ça c'est on peut dire un organisme qui a été créé en 2011 par un décret en France et c'est conçu pour coordonner le secteur des jeux, mais de tous les jeux. Alors, cet organisme dresse un portrait sur la pratique des jeux sur Internet tels que le poker,
les paris sportifs, les paris hippiques et les jeux de hasard. Et l'étude a été menée en début d'année 2017. 6200 pratiquants de jeux d'argent en ligne ont été interrogés. Au moment de l'enquête, les dépenses sur Internet représentaient 10% de l'ensemble des dépenses de jeux d'argent des Français, confirmant une tendance à la hausse observée ces dernières années. Les principales conclusions de cette étude, les pratiques sur Internet sont globalement plus intensives et plus problématiques que celles sur les supports traditionnels. Autrement dit, les accros aux jeux pratiquent plus souvent et dépensent plus. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan. Comme à notre habitude, on va poursuivre évidemment dans l'Expresso allongé un peu plus tard. Oui, le temps d'aller jouer en ligne un peu. Oui. Et plus tard, évidemment, tu vas donner des références. Il ne faut pas oublier ça plus tard à l'émission. Donc, la dépendance aux jeux en ligne à folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invité est Olivier, un jeune homme de 15 ans qui partage son expérience des jeux en ligne. Il nous parle aussi du danger de tomber dans la dépendance parce que c'est bien réel ce danger-là. À l'Expresso allongé, nous poursuivons sur la dépendance aux jeux en ligne. Vous entendrez aussi en chanson Tout va bien de Aurel San et Ariane de Choses sauvages. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. J'ai le privilège maintenant d'accueillir mon invité Olivier, qui a 15 ans. Bonjour Olivier. Bonjour Yvan. Bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble de jeux vidéo. Tu es un exemple concret qui a décidé de parler, en fait, donc d'expliquer un petit peu ton expérience en termes de jeux vidéo, puis peut-être les problématiques que ça peut engendrer. Donc, j'aimerais que tu me parles de ton expérience là, avec un jeu en particulier. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a... en fait, il y a une plateforme qui s'appelle Roblox. Cette plateforme-là, c'est une plateforme où il y a plein de joueurs qui peuvent créer leur jeu et qui peuvent créer leur groupe. J'ai tombé sur un jeu, un groupe qui s'appelle Hilton Hotel. Et c'est un groupe comme dans la vraie vie, comme dans... T'es un travailleur et tu peux gagner de l'argent dans le jeu. Et si tu travailles bien, à place d'être un travailleur, que ça c'est plate, tu peux devenir un manager. Où là, tu peux avoir des directives, où tu peux remplir des rapports et tout ça. Il y a beaucoup de privilèges qui viennent avec, puis tu te sens un peu comme important. Donc, tu gères les problèmes. T'es comme un manager, comme dans la vraie vie. Et moi, il n'y a pas si longtemps que ça, avant que je décide de quitter, j'avais réussi à obtenir ce rang-là qui m'avait pris plus de 7 mois. Donc, ça a été beaucoup de travail et finalement, je me suis rendu compte que je passe mon temps à essayer d'accomplir quelque chose dans un monde virtuel à la place d'essayer d'accomplir quelque chose dans la vraie vie. Est-ce que tu t'en es rendu compte, Olivier, au fur et à mesure que c'était quelque chose qui était prenant au niveau de Parce qu'au départ, quand tu commences un jeu comme ça, c'est amusant, tu fais un jeu, mais à quel moment peut-être tu t'es rendu compte que c'était trop prenant là, dans ta vie personnelle?
Ben, les 2 premiers mois où j'ai joué, j'étais pas super actif dans le groupe. J'ai joué peut-être 1 heure par semaine, j'y allais pas beaucoup et c'était une petite job le fun où j'étais agent de sécurité avant de devenir manager. Et je disais, tu sais, je faisais la loi dans l'hôtel. Et à un moment donné, j'ai vu que si j'avais une petite altercation avec un autre travailleur ou j'ai senti que ça me venait me chercher beaucoup les émotions parce que j'avais des amis, je m'étais fait des amis, des fois je perdais des amis parce qu'ils quittaient en dépression à cause de ce jeu-là, qui à la base c'est juste censé être un jeu pour enfants. Et ouais, à chaque fois que je pouvais me chicaner avec quelqu'un, ça venait me chercher. Donc je me suis dit, il faut pas que je sois atteint pour un jeu comme ça. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que... Pourquoi c'est géré comme ça, d'après toi? Parce que on a l'impression que c'est géré comme une vraie entreprise. Tu sais, toi, tu as 15 ans, les autres jeunes qui jouent à ça, ils ont peut-être à peu près le même âge que toi. Pourquoi c'est si si on veut, c'est si rigoureux, là, en termes de c'est comme si vous avez comme... C'est comme l'impression que vous avez vraiment un vrai emploi, là. C'est parce que dans Roblox, la plupart du temps, parce que pour aller dans ce groupe-là, il faut que tu aies 12 ans et plus. Mais même à 12 ans, les gens... Roblox, c'est une plateforme où c'est censé être un jeu. Ce jeu-là, franchement, moi, j'ai aimé mon expérience. J'ai aimé d'être avec des amis, de travailler avec des amis, faire des parties et tout. Mais ils sont obligés de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de limites. Il y en a qui aiment ça, le monde strict. Il y a des gens qui sont là depuis plus d'1 an, qui, pour ma part, ont perdu leur vie. Ben, 1 an de leur vie pour moi, parce que tu passes ton temps là, tout ça pour pouvoir être le chef, pour pouvoir suspendre des gens, pouvoir renvoyer, pouvoir en engager. Et puis pouvoir donner des promotions. Les gens qui sont rendus là, c'est des high rank. Et eux, ils sont là depuis plus d'1 an, mais je pense que ils ont juste voulu mettre des limites pour être sûr que ça soit bien contrôlé. High rank, tu veux dire les gens qui ont monté qui ont un poste plus important, là, qui sont devenus managers? En fait, il y a low rank, c'est un staff, donc réceptionniste, c'est agent de sécurité et tout. Après, il y a manager qui est head of security, head of service, head of receptionist. Puis là, après, il y a les niveaux de manager, puis il y a senior manager. Et les high rank, c'est shift manager et tu vas plus haut. À combien t'évalues le temps que tu passais par jour, par semaine, en pourcentage? Est-ce que c'était beaucoup de ton temps que tu passais dans ce jeu-là? Quand, dans le temps de l'école, je pouvais jouer 2 heures par jour. Sinon, pendant les congés, je me levais à 10 heures, je commençais à 10h30 et je finissais à minuit. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que oui, c'est le fun, mais c'est tellement prenant. C'est pas la vraie vie. À place d'avoir du fun dans la vraie vie, tu as du fun dans un jeu, tu deviens coupé du monde. Et c'est tellement prenant que le jour où tu prends un mur, où tu te chicanes avec quelqu'un, où il y a quelqu'un qui t'aime pas dans les high rank, ben tu peux te faire renvoyer, Donc moi, j'ai décidé de couper ça avant de devenir dépressif comme beaucoup d'enfants étaient. Qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu puisses quitter? Est-ce que tu as eu un conflit avec des gens ou est-ce que tu t'es rendu compte que c'était trop prenant? Oui, à un moment donné, moi j'ai dit c'est un jeu. Moi, dans le jeu, moi j'étais pas le plus sérieux des managers. C'est pour ça que les gens m'appréciaient beaucoup dans les travailleurs, parce que j'étais le seul à faire des jokes avec eux, puis organiser beaucoup de parties, puis être avec eux. Et là, les high rank m'ont dit, tu peux pas faire ça, tu peux pas être aussi friendly. Là, ouais, c'est ça, je peux pas être comme ça. Là, je disais au staff de pas m'appeler Sir, je disais de m'appeler Olivier. Puis eux, ils comprenaient pas ça, les high rank. Donc, ils m'ont dit, si tu continues comme ça, tu vas être suspendu. Bon, moi, j'ai ignoré, j'ai continué, j'ai été suspendu. Quand j'ai voulu qu'on m'enlève cette suspension, puis qu'on revoit comment être strict, parce qu'en même temps, c'est un jeu, on est là pour s'amuser. Ils ont pas voulu, j'ai dit ça, vous changez les règles, puis vous m'enlevez cette suspension, soit je quitte. J'ai décidé de quitter, ça m'a ouvert les yeux sur à quel point c'est prenant, t'es dans un monde virtuel, et je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de mes anciens amis, comme moi j'ai commencé, qui étaient des managers, mais qui sont partis en dépression, à
cause que c'est tellement prenant, puis c'est tellement le fun, puis tu t'attaches, puis le jour où tu prends un mur, ben, tu tombes en dépression. Est-ce que ton entourage, tes amis, ta famille, tes parents, comment ils réagissaient avec ça? Est-ce qu'ils t'ont averti? Parce que c'est quand même beaucoup, là, de jouer de 10h le matin à minuit le soir. Ouais, ben, mes amis, surtout, ils s'ennuyaient de moi à chaque fois qu'ils venaient chez moi pour aller faire du vélo, pour aller se baigner, pour jouer ensemble à un jeu vidéo, parce que dans ce jeu-là, tu sais, t'es pas vraiment à côté de la personne, c'est plus tu vois des gens en ligne. Ils s'ennuyaient beaucoup de moi, mes parents m'avertissaient, ils me disaient fais attention, c'est peut-être pas une bonne idée de tout le temps être dans un jeu vidéo. Moi, moi en fait, ce jeu vidéo-là, ça m'a jamais atteint. C'est plus que, comme dans la vie de tous les jours, ça se peut que tu te chicanes avec quelqu'un. Moi, je me chicane avec quelqu'un. Une fois que j'ai sorti mon venin, ben, je suis libéré, là. Je suis correct. Mais ouais, j'étais quelqu'un à la fois dans le jeu très, 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 très gentil. Mais quand on venait me chercher, j'étais assez féroce. Donc, quand les high ranks sont venus pour me dire t'es trop sérieux, ben là, j'ai tout dégagé. Je les ai appelés. Parce que on utilise un moyen de communication. Parce que Roblox, on n'utilise pas ça pour se communiquer. On utilise une application qui s'appelle Discord. Et tu peux faire des voice calls. Et je les ai appelés. J'ai crié. Puis après, j'ai dit je m'en vais. Puis c'est tout, là. C'est peut-être une accumulation, peut-être de stress ou... Mais oui, parce que au début, c'est une job qui est le fun, puis après, quand tu commences à trouver ça plate, ils disent « bah attends, tu peux avoir une promotion bientôt », c'est comme ça dans tous les cas. Si des fois, ils vont pas te donner la promotion parce que tu as eu un problème, donc là, ces gens-là s'en vont, mais les gens comme moi, qui ont été des bons travailleurs, ils leur donnent une promotion. Ça a été le fun d'être manager, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça devient une vraie job et à mon âge, je vais encore profiter de ma vie et jouer avec mes amis. Ouais. Toi, Olivier, donc tu as 15 ans, tu as joué environ 7 mois dans ce jeu-là, qui est dans Roblox, donc Hôtel Hilton, qui est comme un hôtel virtuel où tu as des personnages, puis toi, tu fais un rôle. Pourquoi tu penses que les organisateurs de jeux-là, ceux qui gèrent le jeu, pourquoi tu penses qu'ils mettent autant de pression sur les gens puis ils sont aussi sérieux? Est-ce qu'il y a un but de faire jouer plus le monde, de rendre un peu addictif ce jeu-là pour pouvoir justement avoir plus de monde qui joue ensemble, donc ça monte les statistiques? La plupart des gens qui jouent à ce jeu-là, j'ai découvert, surtout les high ranks, c'est des gens qui ont été intimidés, qui n'ont pas beaucoup d'amis. Et qui, beaucoup d'eux, les managers ont souvent 14-15 ans, les staffs ont souvent 12-13 ans, c'est parce qu'on peut le voir à la façon d'écrire, à la façon d'agir. Et les high ranks, c'est des gens de 16, 17, 18 ans. Et ces gens-là, c'est sûrement des gens qu'ils n'ont pas trouvé de travail, donc ils voudraient être un high rank dans la vraie vie, ils voudraient pouvoir contrôler les gens, donc ils sont hyper sérieux. Mais finalement, ça en devient pathétique pour un jeu. Et c'est dommage, comme tu dis, que des gens aussi s'en rendent pas compte et peut-être développent une dépression ou développent des différents problèmes de santé mentale. Ouais, ben moi, justement, quand on m'avait promu, on m'avait donné un gros document et une des règles, c'était je devais être strict. Donc, des fois, il fallait que je parle à des gens. J'ai déjà mal parlé à des gens parce que je devais être strict puis je devais mettre des limites parce que c'était ça ma job. Oui, j'ai été payé après ça, mais moi, je préfère être moi. Et s'ils peuvent pas m'accepter pour qui je suis... Puis en plus, il faut tout le temps être dedans. Chaque fois que Olivier, veux-tu sortir dehors? Ben non, je peux pas. Je dois faire une formation parce que avant de pouvoir travailler là, il faut que tu passes une interview et après un training. Donc moi, j'étais un interviewer et j'étais un host pour les trainings. Donc il fallait tout le temps être strict. Il fallait tout le temps être dans le jeu. J'étais juste là-dedans. Je pouvais pas profiter de ma vraie vie. Un jeu, c'est pas censé tout le temps tout te prendre. Je pense que y a rien de mauvais dans les jeux vidéo, mais n'importe quel jeu, si tu y vas dans l'excès, c'est jamais bon. Et quand tu parles, Olivier, d'être payé, t'es pas payé en argent, là. T'es payé en quoi? En t'es points? Payé dans l'argent du jeu. Donc, tu peux t'acheter des trucs comme des trucs pour ton personnage, des trucs pour... Il y a plein d'affaires, mais l'argent de Roblox, ça s'appelle des Robux. Puis plus t'en as, plus t'es respecté. Il reste encore un peu de temps, peut-être 1 minute et un peu plus. Qu'est-ce que tu peux suggérer aux parents, aux jeunes, aux gens qui s'intéressent à des jeux vidéo? Comment on doit voir cet aspect-là? Il y a quelque chose de bon là-dedans, mais qu'est-ce que tu peux... comment on devrait
gérer ça ou comment on devrait interagir avec ces jeux-là? Moi, je pense que les limites, après, c'est pas vraiment les seules limites. Mais en fait, comment j'expliquerais? Du moment où le jeu t'atteint pas moralement ou physiquement ou te fait pas de mal et que t'es pas coupé du reste de la réalité, pour moi, c'est correct. Il n'y a pas de danger et tu peux continuer à y jouer. Mais sinon, il faut tout de suite arrêter avant de pouvoir être dépressif. Est-ce qu'il y a une façon d'y aller avec modération dans un jeu comme ça? Ou c'est un peu comme entraînant, on veut faire mieux, on veut monter dans la hiérarchie, donc il y a comme quelque chose d'humain qui est comme... Est-ce qu'on c'est mieux carrément de s'abstenir ou on peut quand même se contrôler d'après Pour toi? moi, pour moi dans Roblox, les groupes, c'est complètement à éviter parce qu'ils sont tous pareils. Sont tous là à vouloir te pousser à être actif. Toi, ils vont te donner des petits rangs. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'ils gagnent de l'argent de Roblox parce que leur jeu et leur groupe est populaire. Mm-hmm. Okay. Donc, en fait, ils t'utilisent. Pour moi, c'est malsain et tous les groupes sur Roblox, c'est pas à joindre. OK. Bien, merci beaucoup de ton témoignage, Olivier. C'est vraiment intéressant. J'espère que tu vas profiter de la vie et des loisirs en plus de peut-être de jouer encore. Tu n'as pas complètement coupé les jeux vidéo. Non, j'ai juste arrêté tous les groupes sur Roblox et maintenant je profite de la vie, je joue un peu aux jeux vidéo, mais je sors beaucoup et je passe du temps avec les gens que j'aime dans la vraie vie. Merci beaucoup, Olivier. De rien, Yvan. Au revoir. Au revoir. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, la dépendance aux jeux en ligne. Alors Pierre, tu as beaucoup d'autres informations. Et Ghislain, qui est en notre compagnie. Oui, encore est-ce que Pierre, tu as choisi ton avatar pour ta chronique? Non, je n'ai pas d'avatar. Je parle en tant que moi-même. Mais il y a beaucoup d'articles sur l'Internet sur ce sujet. La dépendance, la fameuse dépendance aux jeux vidéo. Surtout les jeux participatifs, ça peut être très grisant. Oui. Tu veux dire les jeux en ligne là, où on joue plusieurs en temps réel? Oui, comme Afterlife, qui était il y a quelques années, un jeu que tu pouvais prendre la personnalité de quelqu'un. Oui. Alors, je continue avec un autre article. C'est toujours sur le même site, en fait. C'est le site topsanté.com. C'est un site français. Et cette fois, c'est un court article de Mme Agathe Maillet. Et ça s'appelle « Les jeux vidéo de tir abîment le cerveau ». Parce qu'il y en a beaucoup des jeux vidéo où tu tires. Là, c'est très populaire. Oui. Ça défoule. Là. Oui, tu sais qu'il y a maintenant des arénas, il y a des tournois de jeux en ligne qui attirent. Ils remplissent l'aréna, ils peuvent remplir le Centre Bell. Oui, c'est sûr. Alors, cette Mme Maillet nous dit « Si de nombreuses études scientifiques ont révélé que les joueurs de jeux vidéo d'action avaient une meilleure attention visuelle, une meilleure mémoire à court terme et une meilleure motricité fine que la normale, ces recherches publiées dans la revue médicale, ça s'appelle Molecular Psychiatry, montrent, ou si tu veux, psychiatrie moléculaire, c'est une revue américaine. Oui, montre qu'en contrepartie, le cerveau paie le prix. Avec un cerveau réduit de sa matière grise dans l'hippocampe, les individus ont plus de risques d'être atteints de maladies neuropsychiatriques. Et les chercheurs de l'Université McGill à Montréal ont mené une étude avec 64 participants de 18 à 30 ans qui ont joué pendant 90 heures à différentes sortes de jeux vidéo. Ces jeux sélectionnés pour l'expérience étaient les jeux de tir. Par exemple, il y a Call of Duty, il y a Killzone, Medal of Honor et Borderlands. Oui, ça, c'est les plus populaires. Moi, je les connais pas. Tu vois, je joue pas à ça. Alors, on nous dit que ce sont des jeux de plateforme 2D ou 3D, comme Super Mario 64. Aucun des volontaires ne jouait avant l'étude à ces jeux. Et à l'aide de tests de navigation et d'imagerie cérébrale, l'étude révèle que les joueurs ont perdu de la matière grise dans l'hippocampe après 90 heures passées à jouer à des jeux vidéo d'action. Or, l'hippocampe est le siège cérébral de la mémoire spatiale et de la mémoire des événements. Il permet de nous orienter. Ça ne dit pas 90 heures en combien de laps de temps? Non. Non, mais c'est ça, c'est 90 heures. Oui, mais tu peux le mettre comme dans 10 jours. Tu joues pendant 9 heures. C'est non, mais c'est 90 heures. C'est ça, il devait faire le test sur 90 heures. Oui, c'est ça. Et Mme Maillet continue en disant « Les personnes ayant des quantités plus faibles de matière grise dans l'hippocampe ont plus de risques d'être atteintes de maladies neuropsychiatriques, comme je disais tantôt, comme la dépression,
la schizophrénie, le trouble de stress post-traumatique et la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on nous dit les plateformes 3D sont plus sécuritaires et peuvent être bénéfiques pour le cerveau de tous ceux qui y jouent, a expliqué M. Greg West, qui est auteur principal et chercheur et professeur agréé à l'Université de Montréal. Il nous dit, en fait, les joueurs de jeux vidéo d'action sont presque 2 fois plus susceptibles d'utiliser leur noyau codé ou circuit de la récompense du cerveau, à 83%, que les non-joueurs, qui sont seulement à 43%. Cette donnée est essentielle lorsqu'on sait à quel point l'hippocampe est important pour une cognition saine, nous explique Véronique Bobo, tiens-toi bien, ça s'écrit B-O-H-B-O-T, qui est co-auteur, chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et professeur agréé à l'Université McGill. Et maintenant, dans un autre article, et là, tenez-vous bien, c'est un article écrit par Mme Apolline Henry, encore une fois sur le site français Top Santé. Et le titre, « Les jeux vidéo en réseau, un outil pour améliorer les résultats scolaires ». Ouais, pour les gars, ça peut aider. Alors, on nous dit, selon une nouvelle étude australienne, certains jeux vidéo en ligne pourraient améliorer les résultats scolaires. En passant, il y a des filles aussi qui sont bonnes en jeux vidéo, puis certainement, ça doit les aider aussi. Oui. Des fois, c'est un mythe de penser que c'est des gars, mais il y a beaucoup de filles qui sont très bonnes. En pourcentage, en technologie, il y a quand même... C'est pas non, mais pour les jeux, il y a quand même beaucoup de filles aussi. Là. Mais tu vois, ce qui me frappe, c'est qu'il peut y avoir un bon côté à ça. Oui, c'est sûr. Alors, on nous dit, voilà sûrement une information qui va faire plaisir aux jeunes gamers et rassurer leurs parents. D'après une nouvelle étude très sérieuse du Royal Melbourne Institute de Technologie, une université publique en Australie, les jeux vidéo en ligne amélioreraient les résultats scolaires des collégiens. Pour parvenir à cette conclusion, le professeur Albert Posso et son équipe ont travaillé avec 12 000 volontaires australiens, des filles et des garçons âgés de 15 ans en moyenne. Et ceux-ci ont été soumis au programme international pour le suivi des acquis des élèves, mis en place en 2000 par l'Organisation de coopération et de développement économique. Ce test de connaissances vise à évaluer les performances scolaires des élèves dans différentes disciplines. En parallèle, les volontaires ont dû écrire leurs activités extrascolaires via des questionnaires. Donc, les résultats, les élèves qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo en ligne, c'est-à-dire au moins une fois par jour, obtenaient en moyenne 15 points de plus. Et en mathématiques, 17 points de plus. Attention, on nous dit, ça ne fonctionne pas avec tous les jeux vidéo. On nous dit, lorsque les élèves jouent en ligne, ils résolvent des énigmes et mettent souvent en pratique ce qu'ils ont appris à l'école au cours de leur journée. C'est une bonne façon de faire apprendre les mathématiques, parce que des algorithmes, c'est de la mathématique, puis c'est avec ça qu'on fait des jeux vidéo. Oui. Un prof peut leur montrer comme les maths, comme ça. On dirait que ça doit stimuler le cerveau. Mais que ce soit en mathématiques, en sciences ou en lecture, afin de passer au niveau suivant, les chercheurs nous disent que les jeux GTA et Call of Duty ne sont pas vraiment concernés. On nous dit que les professeurs devraient s'inspirer de certains jeux pour consolider les acquis de leurs élèves. Pourrais-tu, Pierre, donner peut-être quelques références? Je reste quelques secondes à peine. Donc, là, je citais des articles français, mais ici au Québec, on peut, si on a des problèmes, si on souffre d'addiction, on peut aller vers le site suivant. Le nom du site est jeuxaidereference.qc.ca. Donc, c'est pas mal une porte d'entrée qu'on pourrait utiliser. Merci, Pierre. Merci pour ce sujet. Donc, la dépendance aux jeux en ligne. Merci, Ghislain, pour ta participation également à Folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de conclure ce rendez-vous de Folie douce en compagnie de Ghislain, on y va avec la nomenclature des chansons. On a écouté en début d'émission Stéréophonie de Debbie Tebb. On a pu entendre Mélamine. Oui, de Lydia Kepinski. Dans la deuxième demi, on a écouté Tout va bien. De Aurel San. Et à l'instant, Ariane. De Choses sauvages. Bel exercice de diction. Oui, ça a l'air d'un parfum comme nom. Oui, c'est spécial. Merci, Ghislain, pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta recherche également dans l'émission. Merci, Pierre
Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Et merci pour tes 2 blocs espresso où tu nous as parlé de la dépendance aux jeux en ligne. Alors, merci des informations que tu nous as transmises. Et si les gens développent une accoutumance à folie douce, c'est correct? Ça, c'est pas de problème. Ça, on le tolère, même s'il l'écoute pendant 24 heures par jour. Exactement. On a eu notre invité en début d'émission, que je remercie, Annie Marcotte de l'organisation Le Grand Chemin de Montréal, qui vient en aide justement aux jeunes aux prises avec différentes dépendances, dont celle de jeux en ligne. Notre invité en début de deuxième demi, c'était Olivier, un jeune homme qui nous a parlé de son expérience avec les jeux en ligne. Donc, je pense que ça nous ouvre pas mal les yeux, comment ça se passe dans la réalité, justement, pour les jeunes qui sont... alors, il faut s'intéresser à ça. Je pense qu'il y a quand même des dangers, mais c'est pas toujours dramatique. Il faut juste être alerte avec cette question-là. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. do